Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'adresse au DenMAD IN1 et correspond au cours de mardi passé le 6 avril que je ne fais que maintenant. Alors oui, tout d'abord je suis désolé, ça prend un certain temps de passer du version papier en cours prévue à la version numérique. Enfin pas tellement pour vous, c'était plus les autres classes de seconde et première. Donc je suis désolé pour le retard, mais voilà, la vidéo arrive. Alors, j'ai commencé par vous envoyer un message en vous disant de regarder la vidéo appelée Monnaie, chômage et capitalisme. Voilà. Je dirais au passage, j'ai deux chaînes que j'aime beaucoup sur l'économie. Donc évidemment il y a la chaîne Eureka, là où il y avait la vidéo, et aussi la chaîne des économistes et des hommes qui est aussi très intéressante, hein. Voilà. Ouais. Et donc les économistes et des hommes, c'est généralement des vidéos plus courtes. Eureka, c'est généralement des vidéos plus longues. Et ils sont très détaillés sur toute économie. Alors, Eureka peut être un peu technique à force, mais c'est très intéressant, surtout si on essaie de s'y accrocher. Bon, maintenant que l'introduction est passée, pourquoi est-ce que je dis de regarder cette vidéo ? Cette vidéo exprime très bien le problème actuel qu'on a avec l'économie. C'est que on a plusieurs théories économiques. On va généralement les appeler la théorie classique, qui est la vieille théorie qui date d'il y a plusieurs siècles, qui est apparue avec la croissance de la bourgeoisie au XVIIIe, et la théorie du keynésianisme de Monsieur Keynes, voilà, il ressemble à ça, donc c'est le keynésianisme, qui est apparu au XXe siècle, après le grand crash de Wall Street. Donc qu'est-ce que le keynésianisme essayait de corriger ? C'est en fait essayer de corriger les erreurs du modèle classique qui avait mené au grand crash de Wall Street de 1929, à la Grande Dépression aux États-Unis, et qui, appris plus tard en Europe, allait déclencher la Seconde Guerre mondiale avec la montée du nazisme, des fascismes en Italie, et bon, de mouvements extrémistes. Essentiellement, le keynésianisme essaye de corriger les erreurs. Alors, erreur n'est pas le meilleur mot du modèle classique. Alors pourquoi je dis que erreur n'est pas le meilleur mot ? Un modèle, que ce soit un modèle en sciences ou en économie, va essayer d'expliquer la réalité en faisant des approximations, en supposant des choses. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, une des approximations qui avait été faite, c'était de considérer que l'argent n'existe pas. En soi, faire cette approximation dans un premier lieu n'est pas, n'est pas faux, n'est pas bête. Le problème, c'est qu'il faut comprendre et savoir que c'est une approximation. Par exemple, en science, on a l'exemple avec le modèle classique de la mécanique newtonienne, qui marche très bien pour envoyer des fusées dans l'espace. Mais quand on va très vite, la relativité montre que les choses sont différentes. Quand c'est très petit, c'est la mécanique quantique qui prime. Et dans l'absolu, la mécanique classique, elle est incorrecte. Alors, pour ces premiers modèles, c'était un peu la même chose. On va tenter des approximations, on va tenter des hypothèses plus ou moins grosses, et on va voir ce que ça nous donne. Le problème qu'il y a avec l'économie, c'est que au lieu d'être bien conscient du fait qu'on a pris des grosses approximations qui pourraient tout à fait mener à des résultats faux, et que un jour on devrait revoir nos modèles, corriger les théories de base pour améliorer nos prédictions, nos modèles, en économie, on insiste pour rester sur ces hypothèses fausses. Alors, aujourd'hui, je vais dire qu'elles sont fausses. Quand, il y a 2 siècles, on a supposé qu'on allait essayer de faire un modèle sans monnaie,
Là, c'était pas faux, c'était une modélisation. Alors bon, dans l'absolu, c'est faux, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour la modélisation, c'était une approximation. Mais aujourd'hui, quand on a des ordinateurs super compliqués, quand on a des millions d'économistes prêts à travailler sur des nouveaux modèles économiques plus ou moins compliqués, supposer que la monnaie n'existe pas est faux, juste stupide. Ça nous donne les mauvaises conclusions. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on en est à ces mauvaises conclusions? Pourquoi est-ce qu'on continue avec ce genre d'idiotie et qui ont des grosses conséquences? Alors, bon, vous pouvez voir tout un tas d'autres vidéos sur sa chaîne, hein, les échecs de génie, ça va vous montrer les bêtises que font les économistes, hein, même en se croyant intelligents. Il y en avait un autre, bon, je la retrouve plus, mais je vais vous la retrouver sur Google. Voilà. Donc, un autre exemple de bêtise, c'est par exemple de bêtises des modèles classiques, c'est par exemple ce Milton Friedman qui a eu un prix Nobel d'économie, voilà, en 1976. Et il a eu pourquoi? Il a eu pour un modèle de l'économie. Ça me gêne que je ne retrouve pas la vidéo, parce que la chaîne Eureka a fait une vidéo sur Milton Friedman. Bon, si ça vous intéresse, vous pourrez rechercher, vous allez sûrement la trouver. Et il a eu son prix Nobel de l'économie pour avoir proposé un modèle de l'économie qui était l'économie libéralisme. Donc en gros, lui, il était contre le keynésianisme et il était pour le libéralisme économique, qui est un peu le modèle que l'on a aujourd'hui. Donc il a été un peu instrumental pour revenir sur voilà, le promoteur du libéralisme. Et comment il a fait ça? Eh bien, sa théorie, c'était que sur le marché du travail, les gens ne travaillent que pour leur confort, pas pour pas parce qu'ils ont besoin de ça pour travailler, mais pour le confort. Et donc, si on veut faire travailler les gens, il faut les payer plus. Et il y aura un moment où les gens n'auront pas envie de travailler plus pour gagner plus, parce qu'ils seront dans un niveau de confort suffisant. Alors, toute personne qui connaît les humains un minimum se rend compte que c'est à nouveau des approximations totalement débiles, dénuées de réalité. Bon, il a fait une autre approximation qui était de dire que oui, plus on embauche des gens pour un même travail, moins ces nouvelles personnes travailleront bien. C'est-à-dire la première personne que l'on embauche pour un boulot travaille très bien, la deuxième un peu moins bien, la troisième un peu moins bien, et ainsi de suite, toujours moins bien, moins bien, moins bien. Sur quoi il se base pour proposer ça? Rien. C'est juste une hypothèse. Et pourquoi il fait ces deux hypothèses? Eh bien, c'est pour démontrer qu'il y aura un équilibre dans l'économie. Alors, attendez, voilà, je vais prendre un peu Paint pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc, il nous dit, on va avoir une situation graphique. D'un côté, on a les gens qui travaillent, et donc, plus on veut les faire travailler, plus il faut les payer cher. Ouais. Et de l'autre côté, on a les employeurs qui, plus ils emploient des gens, moins ils travaillent bien. Et la théorie de Friedman, c'est que, eh bien, ça va s'équilibrer à un endroit qui va être le prix des salaires sur le marché. Et que donc, il n'y a pas besoin de faire des lois politiques pour contrôler l'économie, tout va s'équilibrer tout seul, et dans un prix de marché idéal. Mais pour arriver à cette conclusion, il a dû faire des hypothèses qui n'ont aucun sens. La première hypothèse étant que les gens ne travaillent que pour le plaisir, qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour manger, pour vivre, pour se nourrir, pour payer un loyer, pour rien du tout. C'est uniquement pour le plaisir qu'ils travaillent. Et la deuxième, c'est que plus on embauche des gens, moins ils sont efficaces, ce qui n'a à nouveau aucun sens. Et ce n'est qu'au prix de ces hypothèses totalement dénuées de sens qu'il arrive à ces conclusions que les marchés vont s'équilibrer tout seuls. Si on analyse ça avec une vision un peu détachée,
on peut se rendre compte qu'en fait, il voulait arriver à la conclusion que les marchés s'équilibrent tout seuls et que le libéralisme c'est génial, et donc il a proposé des hypothèses qui ne veulent, enfin, les hypothèses qu'il fallait pour arriver au résultat. Et que ce soit clair, ces hypothèses ont été prises et reprises, et elles sont encore reprises aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Par exemple, le fait qu'on ne travaille que pour son plaisir, c'est ce qui est encore utilisé aujourd'hui pour justifier le fait que les chômeurs, c'est des gens paresseux. C'est de là où ça sort, ce truc. C'est de la théorie libéraliste qui dit, ben non, mais les gens, s'ils veulent pas travailler, ils peuvent ne pas travailler, et donc, s'ils ne trouvent pas d'emploi, c'est qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de trouver d'emploi. Et on ignore totalement le fait que, pour arriver à une telle hypothèse, il faut supposer que les gens n'ont pas besoin de se nourrir ou d'un logement pour vivre. On ignore que, ben non, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a besoin en fait de travailler, d'avoir un salaire pour subvenir à ses besoins. Et donc, que tout ce truc-là, ça ne veut rien dire. C'est des mensonges. Bon, à nouveau, j'arrive toujours pas à la retrouver, mais donc la chaîne Eureka avait fait une vidéo, ah voilà ici, Milton Friedman en PLS, ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais, donc c'est lui où il avait parlé de Milton Friedman, ou pas? Ouais, je sais plus. Ouais, bon, je sais plus si c'est lui ou c'est celle-là ou pas, mais bon, il y en a peut-être une autre sur Milton Friedman, où il montre toute l'absurdité de ces théories. Alors, j'ai parlé beaucoup de Milton Friedman, mais il n'y a pas que lui. Il y a une autre vidéo que je vous conseille aussi. C'est alors ces deux-là. Alors celles-là, elles sont longues, hein, c'est des vidéos d'1 heure et demie. Et c'est sur l'efficience des marchés financiers et sur modéliser l'avenir. Et encore, là, on va opposer toujours la théorie classique et la théorie keynésienne. Et alors là, je me suis un peu arrêté sur cette image. C'est pour vous montrer toutes les... oui, voilà, là en haut à droite, vous voyez le même truc que je vous ai montré sur Draw. Donc c'est pour vous montrer toutes les théories de l'économie classique, tout ce sur quoi se base l'économie classique pour arriver à ces résultats. Et sur cette vidéo, on va voir certains des résultats auxquels la théorie classique arrive, et c'est sur les prédictions sur environnementales. Et dans la théorie classique, en gros, on vous dit que oui, s'il y a un réchauffement climatique et on perd toute nourriture sur Terre, eh bien, c'est pas grave, parce qu'on trouvera quelque chose pour le remplacer. Sur quoi il se base sur des hypothèses qui ne veulent rien dire. Depuis le début, de toute façon, la théorie classique se base sur des hypothèses qui ne veulent rien dire. Et donc, nous arrivons à nouveau devant ces absurdités de la théorie classique qui prédisent que même s'il n'y a plus de nourriture sur Terre, tout ira bien, ça ne fera que 5% de PIB en moins, et on trouvera de quoi remplacer. Ce qui est mensonger. Et à côté, il y a la théorie keynésianiste qui essaie de leur dire non, parce que si on ne peut plus manger, eh ben, il n'y a plus rien qui fonctionne, ce qui est normal. Mais on est encore aujourd'hui dans une situation où eh bien, les keynésianistes et les classicistes se battent en duel dans le domaine de l'économie. Bon, pourquoi est-ce que je parle de tout ça, qui a l'air quand même assez poussé et assez compliqué? Eh bien, vous avez peut-être entendu, parce que c'est revenu sur les nouvelles récemment, avec la crise du Covid, que eh bien, nous sommes dans une économie libéraliste, donc en fait c'est une économie classique libérale, pour être précis, et que avec les dégâts que la crise du Covid a fait, on se pose de plus en plus de questions sur cette économie libérale. Et à juste titre, l'économie libérale, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, c'est celle vers laquelle tout le monde se tourne. Et c'est encore plus insidieux que ça. Si vous allez discuter avec des élèves en économie, comme il l'explique à la fin de cette vidéo, parce que bon voilà, lui,
Il vient juste de finir ses études en économie. Et comme il l'explique, si vous allez apprendre de l'économie, le modèle qu'on va vous apprendre, c'est le modèle classique, pas le modèle keynésien. D'ailleurs, on va même pas vous dire qu'on vous apprend le modèle classique, on va juste vous dire on vous apprend l'économie. Et j'en ai fait l'expérience personnelle parce que voilà, ma sœur a fait des études en économie et elle m'explique que ben non, dans ses études d'économie, ils n'ont pas fait de politique. On leur a appris l'économie sans s'intéresser à la politique. Et en fait, c'est faux. Si on nous apprend de l'économie sans politique, ce qu'on apprend, c'est l'économie capitaliste, le capitalisme classique libéral. Parce que c'est le libéralisme qui dit que l'économie et la politique devraient être séparées et que la politique n'a rien à voir avec l'économie. C'est elle qui va vous dire que c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous faire du souci si vous virez la moitié de vos employés. C'est pas à vous de vous intéresser des conséquences politiques de vos décisions économiques. C'est cette pensée du libéralisme. Qui en fait, ce qu'elle va dire, c'est que non, il ne devrait pas y avoir de loi pour restreindre l'économie. L'économie va s'équilibrer parfaitement toute seule avec ces jolis schémas qui tombent sur un parfait point d'équilibre qui est totalement faux. Ouais. Honnêtement, regardez les deux vidéos là, si vous avez le courage de vous y accrocher, vous allez voir à quel point il faut des hypothèses absurdes et nombreuses pour arriver à cette conclusion. C'est impressionnant. Et donc, on apprend ça aux étudiants en économie, on vous apprend ça dans les cours d'économie. En fait, on va même pas vous dire qu'on vous apprend ça. On va vous dire qu'on vous apprend l'économie, mais c'est cette économie classique libérale même, qu'on va vous apprendre, basée sur des bêtises. Et on se garde bien de vous dire sur quoi elle est basée. On se garde bien de vous dire la liste des bêtises qu'on a dû supposer comme étant vraies avant de vous l'enseigner. Ce n'est que, mais comme il le dit dans la vidéo, ici, ce n'est que quand vous êtes en bac plus 5, ou en master, ou en thèse, master à la limite, mais en thèse, où on va vous dire, oui, mais alors il existe en fait plusieurs modèles de l'économie, celui que on vous a appris depuis le début, il est probablement faux. Si vous avez fini vos études d'économie avant d'arriver à bac plus 5, 6, 7, 8, eh bien vous avez appris une économie qui est l'économie classique libérale. Et donc nous avons une armée d'économistes, de managers, de politiciens, tous formés avec cette vue de l'économie classique libérale, basée sur des hypothèses totalement fausses, qui vont prendre des décisions politiques. Alors, un exemple de cette absurdité, parce que là je n'arrête pas de dire que c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde. Est-ce que ça l'est vraiment? Et est-ce que j'ai un exemple vraiment flagrant? Donc c'est un autre exemple que j'ai pris de cette chaîne Eureka, j'ai oublié laquelle c'était la vidéo. Bon, je vais essayer de le refaire par moi-même. Donc, je vais prendre un exemple dont on parle beaucoup à nouveau aujourd'hui. Ça va être un exemple de l'infirmière. On nous a rabâché, alors oui, déjà, la crise du Covid le montre, la France a des très mauvaises ressources pour la santé, a mis très peu d'argent dans ses soignants. Entre l'an 2000 où pour la santé en France, pour la santé en France, en 2000, on estime qu'on dépensait 11% du budget. Et aujourd'hui, en 2020, on dépense seulement 4% du budget. Alors, ça c'est du budget national de la France. Donc en gros, la France dépense 3 fois moins de son budget pour la santé qu'il y a 20 ans. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a coupé ces dépenses? Alors là, je vous fais même la santé parce que c'est vraiment d'actualité avec le Covid, mais
Les chiffres sont les mêmes pour l'éducation, alors pas aussi gros, hein, mais c'est les mêmes pour l'éducation, pour les facteurs, pour la police, pour les pompiers, pour toutes les dépenses de l'État, c'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce qu'on a diminué le budget? Euh, Eh bien, on a dû expliquer encore et encore, hein, enfin des soi-disant économistes ont expliqué encore et encore, qu'on a dépensé les dépenses du budget français parce que les infirmières, ça coûte cher. Eh bien, maintenant je vais vous expliquer que en fait les infirmières, ça coûte pas cher. Donc, déjà, regardons une infirmière. Une infirmière a un salaire d'à peu près 2 000 € par mois. Alors bon, évidemment, il y en a qui sont payés plus, payés moins selon l'ancienneté, gna gna gna. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, on va approximer grandement. Et elle va dépenser cet argent. Donc elle va avant tout payer le loyer, c'est ce qui coûte le plus cher. Puis elle va acheter à manger, elle va acheter des vêtements, ça c'est ce qui coûte le plus cher. Et s'il lui reste un peu, elle va s'acheter un téléphone, payer les redevances, etc., etc. On peut dire, elle est payée 2 000 € par mois, comme en plus il y a les charges patronales, ça coûte à l'État le double à peu près, donc 2 fois plus à l'État, 4 000 € par mois. Et donc oui, une infirmière coûte 4 000 € par mois, si on a une infirmière en moins, ça coûte 4 000 € en moins par mois à l'État. Alors tout de suite là c'est faux, parce que un État, ce n'est pas une entreprise. Un État, il gagne son argent grâce aux impôts. Et donc, déjà, le x2 ici dû aux charges patronales, mais le patron, c'est l'État qui les a payés, et celui qui récupère l'argent des charges patronales, c'est aussi l'État. Donc en fait, c'est l'État qui paye à l'État. Donc ce x2 n'a pas lieu d'exister. Ensuite, cette infirmière va aussi payer des impôts sur son salaire. Argent qui retourne à l'État. Donc je ne sais pas exactement la valeur, hein, mais on va dire dans les 30%, hein, si elle a des revenus. Donc en fait, les 30% retournent à l'État. Il reste seulement 1 400 €. Puis il y a le loyer, où là aussi, il y a des impôts sur le payer le loyer. Ou si elle doit rembourser un prêt, bon là c'est un peu plus subtil. Hein. Mais avec le reste, elle va acheter la nourriture. Quand elle achète la nourriture, il faut payer la TVA. Une fois qu'elle a payé la TVA, elle achète, et avec le surplus d'argent, par exemple si elle achetait, on va prendre des pommes, eh bien il faut payer le vendeur et il faut payer le producteur. Ces vendeurs et producteurs vont aussi payer des impôts. Ils vont aussi payer de la TVA quand ils achèteront même des produits. Ou ils vont payer des charges patronales. Donc vous pouvez voir qu'en fait, cet argent de l'infirmière, eh bien, comme à chaque étape, cet argent va payer des impôts, va payer de la TVA, va payer des charges, l'État ne perd rien. Tant que l'argent circule et paye des impôts, l'État ne perd jamais rien. Il n'y a que 2 façons de perdre de l'argent pour un État. La première, ça va être que l'argent sort du pays. Donc l'argent sort du pays, reprenons mon exemple des pommes, hein. J'ai dit qu'avec le surplus d'argent on payait le vendeur et le producteur, mais qu'est-ce qu'il arrive maintenant si le producteur, eh bien, il n'habite pas en France, il habite, je sais pas moi, en Espagne. Eh bien, là, le producteur espagnol, lui, paye ses impôts en Espagne, mais c'est avec notre argent français qu'il paye les impôts en Espagne. Et donc là, c'est une situation où notre argent français sort et va en Espagne. Bon, j'aurais dû prendre un autre exemple. Hein. Si par exemple on achète un téléphone portable, hein, là le producteur est en Chine, eh bien l'argent va en Chine et il paie les impôts en Chine. Et donc dans cette situation, les États perdent de l'argent. C'est en gros quand il y a des importations de denrées et des exportations d'argent en même temps. Enfin, ça va aller deux ensemble. Hein. Et donc ça, c'est des situations où l'État perd de l'argent. Et donc, une façon de voir quand l'État perd de l'argent, eh bien, c'est quand il y a par exemple des entreprises de production qui ferment en France et vont s'installer ailleurs. Là, tout de suite, l'État perd de l'argent parce que les employés
dans ce nouveau pays, eux ils payeront leurs impôts dans ce nouveau pays, et la France va perdre de l'argent en l'envoyant dans ce nouveau pays. Bon, deuxième façon, alors, pour reprendre l'exemple de l'infirmière, hein, l'infirmière en elle-même, c'est surtout là, sur la nourriture que ça joue, mais c'est rarement en fait tout ce qui est électronique qui représente beaucoup d'argent sur un salaire modeste ou moyen. Parce que bon, on achète un téléphone portable, je sais pas moi, il coûte 500 € et on l'achète un tous les 5 ans. Donc en fait, ça fait 100 € répartis sur un an, ce qui par mois représente même pas 10 €. Sur 1400 € dépensés, 10 € c'est rien. Donc en fait, c'est pas acheter le téléphone portable qui représente tant d'argent que ça. C'est beaucoup plus la nourriture qui va compter, les habits, les dépenses quotidiennes de tous les jours. Et donc oui, le fait qu'on importe de la nourriture, on importe tout un tas de trucs, ça coûte de l'argent à l'État. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut absolument rien importer. Une économie saine qui se débrouille bien, c'est une économie qui va exporter autant qu'elle importe. Donc c'est pas grave qu'on importe un téléphone portable de Chine, à condition que les Chinois importent des trucs de France. Ce qu'ils ne font pas. C'est pour ça que la Chine s'enrichit, la France s'appauvrit. Bon, deuxième façon pour un État de perdre de l'argent, donc soit l'argent ne circule pas, ou circule sans payer d'impôts. Donc, celle-là, elle est peut-être un peu plus dure à comprendre, mais l'exemple de ne circule pas, c'est si par exemple l'argent était mis dans une banque, dans un coffre-fort, voilà, on récupère l'argent en billets d'euros, et on le met dans un coffre-fort. Cet argent ne circule pas, cet argent ne paye pas d'impôts. Donc tous les mécanismes dont là je parlais, la TVA, les impôts, les charges, qui font que l'argent revient à l'État, eh bien ils ne s'appliquent plus, parce que si l'argent ne circule pas, il ne paye pas d'impôts. L'autre exemple, c'est similaire, hein, c'est s'il circule sans payer d'impôts. Donc le plus gros exemple, c'est les marchés financiers, qui ne payent pas d'impôts, qui représentent des sommes d'argent colossales, on en parle un peu plus tard. Et aussi tous les détournements fiscaux, tous les paradis fiscaux, toutes les soi-disant listes noires, qui sont très nombreuses et où les États font semblant de faire quelque chose contre, mais en fait ne font rien contre. Donc ça, c'est des situations où les États perdent de l'argent. Et clairement, toutes les mesures qu'ont fait les États, soi-disant, enfin la France, soi-disant, pour améliorer son budget, ne l'ont pas fait. Je veux dire, on a baissé de 7% les dépenses en santé, on a baissé les dépenses pour la police, pour les enseignants, pour tout et tout. Donc on a dépensé énormément des dépenses de l'État, mais la France n'est pas soudainement devenue plus riche. On nous promet de... Enfin, je conçois que pour vous c'est un peu plus dur de vous en rendre compte parce que vous êtes né dans les années 2000 et quand vous étiez jeune il y a eu la crise de 2008 qui a été une crise économique majeure, etc. Mais je suis encore assez âgé, tout juste, pour me souvenir des années 80, début 90, où on n'était pas en crise économique, où les salaires augmentaient, où le train de vie augmentait en France. C'est des choses qui, depuis les années 2000, enfin depuis votre vivant, vous n'avez jamais connues. C'est difficile de vous en parler. Demandez à vos parents, c'est la seule chose que je peux vous dire. Eux, ils devraient peut-être arriver à se souvenir d'une époque où on n'était pas en crise économique. Mais voilà, ça fait 20 ans que soi-disant on est en train de combattre cette crise économique, en faisant des restrictions terribles sur la santé, l'éducation, la police, les pompiers, les facteurs et tout le reste, et pour un résultat qui n'existe pas. Parce qu'en fait, ces restrictions, oui, on paye moins d'infirmières, mais ces infirmières, elles coûtaient rien, parce qu'elles payaient des impôts. Et donc en fait, on paye moins d'infirmières, mais on reçoit moins d'impôts en retour.
Donc la France n'est pas plus riche, elle s'est juste appauvrie parce qu'elle a moins payé les gens qui payaient les impôts. Voilà. Et évidemment, elle a pris toutes des mauvaises décisions, hein. Elle a fait sortir les industries productrices du pays, perte d'argent, créer des paradis fiscaux, perte d'argent, euh, tout mettre sur les marchés financiers ou qui ne payent pas d'impôts, c'est de la perte d'argent. Donc c'est vraiment des décisions stupides. Et j'irai même plus loin quand on va parler de austérité. Alors, je ne sais pas si on en entend encore beaucoup parler aujourd'hui, mais après la crise de 2008, il y a eu aussi la crise de l'euro en Europe, et par exemple la Grèce s'est retrouvée en faillite. Bon, à nouveau, je ne vais pas entrer dans l'histoire de pourquoi. Vous trouverez sur Eureka des explications sur la crise de 2008 avec la faillite des Lehman Brothers et sur la crise de l'euro. Voilà, hein, 3 vidéos sur la crise de l'euro qui vont tout vous expliquer si ça vous intéresse. Mais bon, l'Union européenne, pour soi-disant sortir de cette crise de l'euro, a imposé l'austérité. Alors l'austérité, qu'est-ce que c'est? C'est encore une connerie du capitalisme-libéralisme qui vous dit, eh bien, on va en fait moins dépenser pour sortir de cette crise. Donc on fait des privations, on coupe l'accès aux soins, on coupe les policiers, l'enseignement, enfin on fait des économies sur le budget. Cette austérité, ça fait 10 ans qu'elle est appliquée de façon draconienne en Grèce. Et elle n'a donné absolument aucun résultat. La Grèce n'est pas devenue un modèle de réussite économique après ces 10 ans de privation et d'austérité. Bien au contraire. D'ailleurs, l'austérité, hein, c'est le terme qu'on a utilisé pour justifier ces baisses de dépenses en France aussi. Et à nouveau, en France, mais bien, on n'est pas redevenu à une puissance économique comme on était dans les années 80-90. Enfin, 70-80. Au contraire, on est de plus en plus pauvres. Et pourquoi? Eh bien parce que cette austérité, elle est basée sur un faux modèle économique qui dit qu'il faut moins dépenser. Alors qu'en fait, moins dépenser ne rend pas plus riche. Au contraire. Parce que plus les États dépensent, plus les gens sont riches, plus ils payent d'impôts. Et donc moins dépenser fait qu'il y a moins d'impôts. Donc ça ne change rien. Donc ça fait juste des privations aux gens. Gens qui auraient pu travailler mieux, être mieux formés, mieux soignés, eh bien là, ils ne le sont pas. Ça fait aussi qu'on détruit nos propres infrastructures. On détruit nos hôpitaux, hein, à nouveau sur la santé, donc il y a moins d'hôpitaux, moins de lits, moins de personnel soignant. Pour les écoles, eh ben, il y a moins d'écoles, parce que maintenant on insiste pour qu'il y ait 40 élèves par classe. Donc il y a besoin de moins de profs, moins de classes, moins d'écoles. Les policiers, c'est la même chose. Alors, j'ai parlé aussi des policiers. Que ce soit clair, là je suis en train de faire une différence entre les policiers des années 90 qui avaient droit à 2 ans de formation, et je ne fais pas référence aux soi-disant policiers qu'on a aujourd'hui, comme les agents de la BAC, brigade anticriminelle, je crois que c'est ça, qui eux ont droit à 6 semaines de formation avant qu'on leur mette un matraque dans les mains et qu'on les envoie face aux manifestants. C'est pas des policiers aujourd'hui, hein. C'est juste une milice privée à qui on a donné des matraques et qu'on a envoyé face à des gens. Ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été préparés à être policiers. On leur a pas appris à être policiers, on a juste donné une matraque. Vraiment. J'ai pas envie de rentrer dans cette discussion parce que je vais encore partir pour des heures. Donc, restons sur cette austérité. Donc, cette austérité a en fait appauvri les infrastructures de la France. Elle a appauvri les capacités de la France. Parce que, au lieu d'être soigné efficacement en quelques jours et après retourner sur le marché du travail, eh bien on se retrouve comme maintenant pendant la pandémie à, oui, retarder les soins, n'être pas sûr si on peut avoir les soins, faire traîner la maladie, attendre que ce soit trop tard pour être guéri. Même chose avec l'enseignement. Plus on baisse le salaire des profs, plus on augmente le nombre d'élèves par classe, moins la qualité de l'enseignement sera bon, et moins la population française est formée pour les prochaines, les prochaines générations et produire de façon intéressante en France.
Tout ça pour dire, l'austérité a montré son échec. Ça ne marche pas. Et pourtant, on continue à nous sortir des histoires comme quoi on doit limiter le budget. Rien qu'en ce moment, en pleine pandémie, la France est toujours en train de fermer des hôpitaux, de fermer des lits d'hôpitaux, de ne pas embaucher plus de personnel soignant parce que c'est de la théorie économique qui dit qu'il faut faire ça. Alors, je vais supposer, probablement à tort, hein, mais je vais supposer qu'ils le font avec des bonnes intentions, ça me fait vraiment mal de dire ça, et que c'est juste qu'ils ont été mal enseignés, qu'on leur a enseigné en fait le libéralisme économique et non pas le keynésianisme. Et qu'ils croient à cette bêtise, ils croient sincèrement que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du dernier cours que je ferai de discussion. Ce sera sur les transmissions d'informations et sur les mensonges qui sont perpétués et répétés et utilisés. Voilà, donc, ouais, ça sera la prochaine vidéo. Mais bon, donc, on continue sur cette austérité, on continue à baisser le budget, et tout ça, ça sert à rien. Parce qu'en fait, les infirmières ne coûtent pas d'argent. Et d'ailleurs, comme on le voit aujourd'hui, une infirmière fait gagner de l'argent à l'État. Parce que plus il y a d'infirmières, plus on soigne les gens vite et bien, plus ils retournent sur le marché du travail. Je veux dire, si on avait 2 fois plus ou 3 fois plus de personnel soignant, les gens n'auraient pas à passer des heures et des heures à attendre à l'hôpital avant d'être soignés. Si on avait, je vais prendre un autre exemple qui m'avait frappé récemment, si on avait 3 fois plus de postes, 2 fois plus de postes comme on avait il y a même pas 10 ans, 20 ans, oui, non, mais il y a 10 ans même, on avait 2 fois plus de postes, eh bien on passerait 2 fois moins de temps à faire la queue à la poste pour obtenir ce qu'on a besoin. Et quand les gens font la queue, ils ne sont pas en train de travailler, ils ne sont pas en train de produire de la richesse pour le pays, et ils ne sont pas non plus en train de consommer, qui fait aussi augmenter la richesse du pays, parce que y a des gens qui vendent donc, quand les gens consomment. Et donc c'est beaucoup d'absurdité. Autre absurdité sur l'austérité, enfin, par exemple, c'est, selon le keynésianisme, si on veut relancer une économie, ce qu'il faut faire, c'est relancer en fait la consommation. Donc, oui, je crois que dans cette vidéo, ils en parlent. Enfin, de toute façon, ils parlent du keynésianisme à plusieurs moments. C'est de lui que j'ai appris tout ce que je sais sur le keynésianisme. Hein, donc, voilà. Donc, selon le keynésianisme, si par exemple on veut sortir de la crise économique actuelle, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens, les Français, aient plus d'argent à dépenser pour pouvoir, enfin, quand on n'aura plus le confinement, hein, pour pouvoir aller au restaurant, dépenser de l'argent, pour pouvoir aller au cinéma, dépenser de l'argent, pour pouvoir s'acheter des livres, s'acheter des habits, pour pouvoir en fait dépenser. Ça sert à rien d'insister à produire plus de, je sais pas moi, de livres, s'il n'y a personne qui est capable de les acheter, s'il n'y a personne qui a l'argent pour acheter. On insiste beaucoup dans la théorie capitaliste, hein, c'est comme si on voit ici, avec son histoire des papayes, si vous avez regardé la vidéo, c'est que dans la théorie capitaliste, la seule chose qu'on regarde, c'est combien de papayes on est en train de produire, combien de biens matériels on est en train de produire, et plus on en produit, plus on considère qu'on est riche. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas combien on produit qui compte, c'est combien on arrive à vendre qui compte. Et donc, plutôt que de produire, il faut être capable de vendre. Et pour vendre, il faut que les gens aient de l'argent pour acheter. Il faut que les gens aient de l'argent à dépenser. Et vu que la France, depuis 20 ans, coupe toutes les dépenses, y compris dans les salaires des gens, eh bien les gens ont de moins en moins d'argent pour acheter. Et il n'y a absolument aucun moyen que la France sorte de sa crise économique qui dure depuis des décennies, parce qu'on est passé de crise après crise après crise. Il n'y a aucun moyen d'y arriver si on maintient ces politiques d'austérité. L'austérité n'aide pas. Et d'ailleurs, hein, comme preuve que l'austérité n'aide pas, alors bon là, je crois pas qu'il en a fait encore là-dessus. Non, non, il n'en a pas encore fait. Oui, alors c'est peut-être celle sur la dette publique que j'ai pas encore regardé, mais il en parle peut-être à ce moment-là. Donc, je vais arriver avec d'autres mauvaises nouvelles sur la deuxième partie
de ma discussion sur l'économie. Donc là, la première partie, c'était pour parler de la différence entre le modèle classique et le modèle keynésianisme, les conneries du modèle classique, hein, on va dire la vérité comme elle est, et le fait que l'on continue sur ce modèle classique, même s'il est plein de bêtises. Et bref, voilà, plein de bêtises. Bon, deuxième partie, quelle est la situation économique aujourd'hui? Donc, je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif de l'argent aujourd'hui. Donc, sous quelle forme se trouve l'argent aujourd'hui? Déjà, on a 2000 milliards, alors je vais mettre des dollars, ça peut être des dollars, des euros, on est vraiment dans l'approximatif, où les dollars c'est égal aux euros, c'est à peu près pareil. Donc, ça c'est 2000 milliards de dollars, ou 2 billions de dollars, en monnaie. Donc c'est les pièces et les billets. Maintenant, on a 20 000 milliards de dollars en argent créé par les États. Donc là, c'est de l'argent électronique. Donc l'argent électronique, hein, c'est les États qui vont créer de l'argent, pas sous forme de monnaie, mais cette fois-ci électronique, pour permettre le commerce entre entreprises, pour permettre le commerce entre États. Donc c'est de l'argent créé par les États. Ensuite, si vous avez bien écouté la vidéo ici, hein, il vous parle de création monétaire à travers les emprunts. Et donc c'est en gros une façon dont l'argent est créé, c'est qu'on va voir une banque et on fait un emprunt à cette banque. Et cette banque, en fait, n'a pas besoin de posséder l'argent qu'elle va vous emprunter. Parce que, hein, bon, vous regarderez la vidéo, il l'explique, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des choses sur le compte pour qu'il crée de l'argent. L'argent, ça peut être juste un numéro dans un compte. Et une banque a tout à fait le droit de créer de l'argent quand elle l'emprunte à quelqu'un. Et cet argent, eh bien, ça s'est accumulé au fil des années. À chaque fois qu'un prêt est remboursé, un nouveau est créé. Et ils augmentent et ils augmentent. Et en gros, aujourd'hui, on estime qu'on était à 200 000 milliards. Ça, c'était en 2018. En 2019, ça a augmenté de plus 50%, à peu près. Enfin, en 2020. En 2021, aujourd'hui, on est à peu près à 300 000. Donc, on est passé de 200 000 milliards à 300 000 milliards en 3 ans. C'est monstrueusement grand. Bon, je reviendrai à ça juste après. Et le dernier chiffre que je vais vous montrer, c'est les marchés financiers, qui là, c'est à nouveau 10 fois plus. Donc ça, c'est sur les marchés financiers. Et ce qui est le pire, c'est que c'est principalement les marchés secondaires. Donc pourquoi est-ce que c'est pire les marchés secondaires? Parce que au moins le marché primaire des actions, c'est en gros combien l'entreprise elle-même est cotée en bourse. C'est le marché de l'entreprise, je sais pas moi, Total est sur le marché de boursier, on a découpé l'entreprise en parts et c'est ça qu'on met sur la bourse. Ça, c'est le marché primaire. Le marché secondaire, que le commun des mortels n'y fait pas vraiment attention, c'est tous les marchés des hedge funds, c'est les marchés de... par exemple, quand on a parlé de l'histoire de GameStop, vous avez peut-être entendu parler, eh bien là, ils avaient pris des positions short sur GameStop, et le fait de prendre des positions short, ça c'est bien le marché secondaire. Et le marché secondaire, c'est pratiquement le double du marché primaire, voire le triple du marché primaire. C'est dur d'estimer. Mais en gros, pour dire que
la majorité, c'est même pas des actions sur des entreprises. C'est des hedges, des produits financiers qui n'ont aucun lien avec le réel. Bon, déjà, première remarque, cette somme est monstrueuse. C'est 100 fois plus que tout l'argent des États. Pour vous donner une idée de la valeur, hein, la population terrestre, c'est 7 milliards de personnes. Donc, j'ai mis les zéros pour 1 milliard, hein, donc ça voudrait dire que là, il y a assez d'argent pour donner 1 million d'euros à chaque famille sur Terre. Si on estime qu'une famille est formée de 4 membres, hein, donc on arrive à ça. Donc 1 million d'euros par famille sur Terre, c'est ça l'argent que représentent les marchés financiers. Si demain les marchés financiers fermaient tous et que l'argent ressortait des marchés financiers, on aurait chaque famille sur Terre aurait 1 million de dollars. C'est énorme. C'est surtout, hein, comme je dis, hein, c'est la façon dont les pays perdent de l'argent. Parce qu'ils s'engouffrent dans ces marchés financiers. Bon, donc déjà c'est énorme. Deuxièmement, ici, 200 000 milliards de dollars créés par des banques. C'est une somme monstrueuse. Alors déjà, pourquoi est-ce que les banques, des organismes privés, ont le droit de créer de l'argent? Alors à nouveau, hein, il faut retourner voir l'économie capitaliste libéraliste, qui va te dire que, oh, mais comme l'argent, ça n'existe pas, les banques ont le droit d'en créer autant qu'elles veulent, ça ne va pas influer sur l'économie. Évidemment, pour arriver à cette conclusion, elle se base sur tout un tas de mensonges pour y arriver. Parce que de toute façon, l'économie libéraliste est basée sur des mensonges. Et c'est comme ça qu'on justifie le fait que les banques ont le droit de créer autant d'argent qu'elles veulent. Et on arrive à des situations absurdes, où les banques ont créé 10 fois plus d'argent que tous les États sur Terre. Et même plus absurde que ça, si vous écoutez les théories économiques libérales, elles vont vous dire qu'il ne faut surtout pas que les États créent de l'argent. Il faut laisser aux banques de créer de l'argent. Parce que leur modèle mensonger indique que tout ira magnifiquement bien si on les laisse faire. Et ça fait des années qu'on les laisse faire, ça fait des siècles même qu'on les laisse faire. Et les choses vont de pire en pire. Alors la raison pour laquelle je dis que les choses vont de pire en pire, eh bien, c'est cette différence-là. En 3 ans, les dettes ont explosé. Alors, je ne sais pas si on est arrivé déjà aux 300 000 milliards, mais je sais que fin 2020, on était à 250 000. Ça, je suis sûr, parce que là, ouais, j'avais bien les chiffres. Donc 250 000, c'était en 2020. Là, je vais mettre, on suppose. D'où vient cette dette? Alors, d'abord, j'ai bien fait attention de mettre ici 2018 et non pas début 2020, fin 2020. Parce que ce n'est pas que le coronavirus qui a créé cette augmentation de la dette. Donc oui, essentiellement cette dette, c'est des dettes d'État. C'est voilà, ouais, des États qui s'endettent. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis 2018? Eh bien, l'économie va très mal. En particulier l'économie américaine, parce que c'est avec eux que ça a commencé. Donc, ouais, vive le Trumpisme et tout, hein, Trumpisme et tout. Et depuis 2019, la Banque nationale américaine s'est mise à créer de l'argent pour faire fonctionner les marchés financiers. Ce n'est pas comme il y a au début du XXe siècle, en cas de guerre ou en cas de crise, où les États ont créé de l'argent pour l'injecter dans l'économie réelle et donner aux gens de l'argent pour pouvoir acheter des choses. Non, là, les États commencent à directement injecter de l'argent dans les marchés financiers. Ils sont en train, en fait, de racheter des actions sur les marchés financiers, de prendre des positions sur des entreprises et devenir actionnaires d'entreprises. Alors, on ne nous en parle pas vraiment à nous, le grand public, hein, mais en gros, l'économie, en ce moment, marche entièrement grâce à la création monétaire des États. Évidemment, c'est une situation qui est très très instable et vraiment problématique. Bon, si vous regardez d'autres vidéos avec des professionnels de l'économie, ils vont tous vous dire que c'est très très inquiétant. Ça va creuser évidemment les inégalités, parce que quand les Européens ou les Américains créent des dollars ou des euros, ça a de la valeur sur les marchés financiers.
Mais quand le Nigeria crée de la monnaie, tout le monde s'en fout. Donc le Nigeria est dans une crise économique comme tous les autres pays sur Terre, mais eux ne peuvent pas créer de la monnaie pour s'en sortir, ou rester à flot plutôt, je devrais dire. Alors que les États-Unis et l'Europe, eux, oui. Donc c'est encore des choses qui vont creuser les inégalités. Et ce n'est pas quelque chose qui peut durer indéfiniment. Il y arrivera un jour où les banques ne voudront plus faire des prêts ou acheter les dollars et les euros. Se rajoute à ça la crise du Covid, qui est arrivée juste par-dessus, où il y a eu une crise financière dans tout un tas de pays incapables de gérer le Covid, c'est-à-dire tout le monde sauf l'Asie, hein, l'Asie de l'Est, pardon. L'Est asiatique, eux, ils ont géré le Covid. Hein. Il n'y a plus de Covid chez eux. Ils ont réussi à le maîtriser. Et je ne parle pas que de la Chine. Hein. Corée du Sud, Japon, Vietnam, Cambodge, Laos. Vous pouvez voir les chiffres. Ils ont tous maîtrisé le Covid. Et sans vaccin. Bon. Donc pour tout le reste du monde, nous avons vécu une perte de chiffre d'affaires de l'État de 10%. 10%, c'est énorme. Et pour compenser, les États ont mis des prêts à taux garantis par l'État, des prêts à gauche, des prêts à droite. Et donc, les banques ont créé de l'argent grâce à ces prêts. Ces banques, avec ces prêts, sont allées les revendre sur les marchés financiers qui sont encore enrichis. Et ces prêts, il va falloir les rembourser un jour. Peut-être. C'est pas clair. Et on se retrouve avec de l'argent créé par les banques qui a explosé dans ces dernières années. Alors, clairement, c'est pas une situation qui peut durer dans le temps. Ouais, ça c'est le prochain point. Notre modèle économique, les théories de notre modèle économique, surtout le capitalisme, enfin le classique libéralisme, c'est que pour que le système économique fonctionne, il faut qu'il y ait toujours de la croissance. De la croissance économique, de la croissance financière partout. Il faut que ces chiffres, surtout les marchés financiers et les dettes, augmentent. Ceux-là, ils s'en foutent un peu. Hein, mais pour ces chiffres, ça doit continuer à toujours augmenter. Le truc, c'est que la Terre, elle n'est pas infinie. Les marchés financiers ne sont donc pas infinis non plus. Il y a un moment où on ne pourra pas continuer à augmenter. Et on en ressent déjà les conséquences. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si on compare le niveau de vie qu'on a aujourd'hui avec le niveau de vie d'il y a 50 ou 100 ans, la différence est flagrante. Aujourd'hui, dans la plupart des familles, il faut les 2 parents qui travaillent. Il y a des privations dans ce qu'on se nourrit et on s'habille, dans le nombre de véhicules. Il y a 50 ans, une famille n'avait besoin que d'un seul parent qui travaillait. Et il vivait très bien. Je prends un exemple toujours le même, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc c'est Marcel Pagnol qui écrit sur sa jeunesse. Ça se passe au début du XXe siècle, dans les années 1900. Son père est instituteur, donc professeur des écoles. Et sur son seul salaire, la famille entière vit. Donc il y a lui, le père, la mère et 4 enfants. Et ça sur le salaire d'un instituteur. Et cet instituteur est suffisamment riche pour, en plus de subvenir aux besoins de sa famille et de son loyer principal, il est capable de s'acheter une petite maison de vacances. C'est ça d'ailleurs le bouquin, hein, ça se passe dans la maison de vacances. Aujourd'hui, un instituteur arrivera tout juste sur son salaire à se payer son propre logement à lui, sans parler de payer un logement pour une femme ou un homme, enfin un conjoint et des enfants. C'est impossible vu les chiffres. Et on peut faire ce même comparaison avec tous les autres salaires. On est pauvre, on est terriblement pauvre aujourd'hui. À une époque, les Français étaient capables d'acheter français pour tout ce qu'ils achetaient, ou d'acheter européen. Aujourd'hui, si on n'est pas en train d'exploiter des Chinois ou des Ouïghours dans les camps de concentration, ou des Indiens, ou que sais-je, ou des Congolais dans les mines pour faire les téléphones, hein, eh bien, on n'a même pas l'argent de s'acheter suffisamment à s'habiller et à se nourrir. Faut bien comprendre que le salaire 1400 € par mois, certains doivent vivre avec le SMIC, hein, qui n'est pas à 1400, je crois qu'il est à 1100 € par mois.
Et une fois qu'il y a le loyer, la nourriture et tout ça, la seule façon qu'on on peut pas y arriver en achetant français, c'est ça que j'essaie de dire. Alors qu'il y a un siècle, on était capable d'y arriver en achetant français. Bon, tout ça pour dire qu'on est pauvre. On est vraiment pauvre, qu'on continue à être pauvre parce que la théorie économique dit qu'il faut augmenter les masses monétaires ici, qui fait qu'en fait ça augmente la quantité d'argent qu'il y a sur Terre, sans augmenter la quantité d'argent dans l'économie réelle que les gens dépensent réellement. Et donc, ça fait augmenter les prix sans que les gens aient plus d'argent pour acheter. Donc les gens sont de plus en plus pauvres. Rajoutez à ça des politiques d'austérité qui n'ont aucun sens, et la situation économique est de plus en plus dramatique. Alors, semble être encore plus défaitiste, hein, parce que là je suis sûrement très défaitiste déjà, mais on attend aussi un retour du bâton de la crise du Covid, parce que comme on le voit déjà aux États-Unis où ils commencent à se libérer un peu du Covid, là ils sont en train maintenant de virer les gens de leurs appartements, de leurs maisons. Parce qu'on a un peu bloqué ces procédures de mise à la porte pendant le Covid, mais bientôt ça va revenir. Et de la même façon, on va aussi avoir tout un tas de petits commerces, d'entreprises qui ont dû fermer pendant le Covid, qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Parce que là maintenant ils ont une dette monstrueuse et ils n'ont même plus de gens à qui vendre leurs services. Je veux dire, on est en pleine austérité, les gens ont moins d'argent. Qui va aller dépenser son argent pour, je sais pas moi, s'acheter une nouvelle peinture ou créer une nouvelle campagne marketing sur le marché? Il y a juste... Ouais, enfin bon. Quoi qu'il ait- Pour le dire simplement, on va vers une crise économique majeure qui arrive bientôt et on ne se prépare absolument pas pour la gérer. Oui, et pourquoi est-ce qu'on ne se prépare pas? Eh ben, à nouveau, hein, si vous l'avez vu dans la vidéo, il vous explique très bien que, en fait, dans le modèle classique, les crises économiques, ça n'existe pas. Voilà. Et que donc, ils sont incapables de les prévoir, incapables de les gérer, incapables de faire quoi que ce soit avec. Parce que, selon eux, ça n'existe pas. Bon, je pourrais en dire d'autres choses dessus. Si ça vous intéresse plus, honnêtement, regardez les chaînes Eureka, Économiste des Hommes. Elles sont vraiment très intéressantes et très bien faites, donc je les conseille fortement. Et je vais m'arrêter ici pour cette partie sur l'économie. Donc, eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de regarder ces autres chaînes, très intéressantes à nouveau. Et voilà, ce sera tout. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à plus tard.